Donc, bonsoir. Très heureux que vous soyez avec nous ce soir ou en différé. Pour ceux qui ne nous connaissent pas ou peu, la CQC, c'est un organisme en défense collective des droits qui s'intéresse spécifiquement aux consommateurs dans le domaine de l'habitation. Donc, le document que je vous présente ce soir, ça vise à répondre à un questionnement qui s'impose à nous occasionnellement quand on répond à des questions des consommateurs. Est-ce qu'il s'agit de travaux de construction ou de rénovation? Pourquoi cette question? Ben parce que, comme on va le voir, ça change significativement, les protections auxquelles on a droit. En effet, hein, la loi qui a comme principal but de protéger les consommateurs, la loi sur la protection du consommateur, elle contient des exceptions, notamment, les articles 6, 6.1 qui viennent dire qui sont exclus de l'application de la LPC les contrats qui concernent la vente, la location, ou la construction d'un immeuble, sauf en ce qui concerne les pratiques de commerce interdites. Là, je simplifie, mais c'est le sens. Donc, dans les domaines exclus, c'est le Code civil qui s'applique. Or, c'est important de noter que l'exception concerne la construction d'un immeuble, pas sa rénovation. Donc, l'essentiel des travaux de rénovation au Québec sont protégés par la loi sur la protection du consommateur. Mais comment différencier ce qui relève de la construction de ce qui relève de la rénovation en vertu de la LPC? Qu'est-ce que ça change au bout du compte si c'est un ou l'autre? Et surtout, qu'est-ce que le consommateur peut face à ça? C'est des questions que notre nouveau document explore et sur lesquelles on va se pencher ce soir. Avant de plonger dans le cœur du sujet, hein, je tiens vraiment à remercier l'Office de la protection du consommateur ainsi que la Fondation pour les consommateurs pour leur contribution financière au projet. Aussi, c'est pas nécessaire pour suivre la présentation, mais si vous n'avez pas encore téléchargé le document, ben, le lien, est dans les ressources du webinaire. Vous pouvez aller directement sur notre site, là, à la page CCQ-LPC. Cela dit, comme je dis, c'est pas nécessaire pour suivre la présentation. Le document est distribué gratuitement. Donc le but ce soir, c'est pas d'en faire une lecture publique, c'est surtout, de vous en présenter l'essentiel, puis de vous donner envie de le lire ou, de répondre aux questions de ceux qui l'ont lu, ou commenter ce qui peut l'être. Donc, au sujet des questions, pour information, comme je ne suis pas avocat ou notaire, je ne peux évidemment pas donner d'avis juridique sur des situations spécifiques. Je vais tenter au mieux de répondre à vos questions en marchant sur la ligne au besoin, mais demandez-moi pas de la franchir, je ne pourrai pas. Donc, pour commencer, un bref contexte du droit civil et du droit de la consommation. On l'a dit, là, le droit civil par opposition au droit criminel. Euh, le droit criminel s'intéresse au comportement interdit, tandis que le droit civil s'intéresse avant tout aux personnes, aux biens, aux rapports entre les personnes entre elles puis avec les biens. Et au Québec, le fondement du droit civil, c'est vraiment le Code civil du Québec, comme le nom l'indique. C'est la loi fondamentale à laquelle les autres lois viennent ajouter ou déroger. La loi sur la protection du consommateur vient justement ajouter au Code civil pour le domaine spécifique de la consommation. C'est une loi qui vise un peu à compenser un certain déséquilibre entre les consommateurs et les commerçants. Elle vient euh, ajouter des protections supplémentaires importantes dont on va survoler une partie en comparant le Code civil et la loi sur la protection du consommateur. D'abord, hein, en ce qui concerne la nullité, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut rendre une clause nulle, voire le contrat en entier, c'est-à-dire que c'est comme si la clause était non écrite. Le Code civil, il prévoit que la clause qui réfère à un document externe qui n'a pas été fourni est nulle, de même que la clause illisible, incompréhensible ou abusive. La LPC, elle vient ajouter comme clause nulle l'exploitation du consommateur, l'obligation abusive ou exorbitante, la clause qui viendrait limiter la responsabilité du commerçant, la clause de modification unilatérale du contrat par le commerçant, et la renonciation du consommateur au droit de résilier le contrat unilatéralement. En plus, la LPC, elle impose au juge une appréciation souple du consentement du consommateur. Donc, on vient présumer en la faveur du consommateur, puis elle vient même ajouter une présomption d'un vice de consentement, donc le consommateur n'aurait pas consenti de manière éclairée, dans le cas de certaines pratiques interdites, principalement là, des représentations fausses ou trompeuses. Ça fait que si le consommateur peut démontrer qu'il y a eu des fausses représentations de la part du commerçant, ben, le juge doit présumer que le consommateur n'aurait pas signé aux mêmes conditions, n'eût été des représentations fausses ou trompeuses. Et le fardeau de preuve est donc renversé. Ça devient au commerçant de prouver que les représentations
ont eu un impact négligeable là, sur la décision du consommateur, puis que même autrement, il aurait signé aux mêmes conditions. Donc, dans ces cas-là, la LPC, elle vient vraiment alléger le fardeau de preuve du consommateur. Ça veut dire, c'est que si on peut démontrer que le commerçant nous a fait des représentations fausses ou trompeuses, ben, le juge va vraiment présumer qu'autrement, on n'aurait pas conclu le contrat, ce qui ouvre la porte à l'annulation du contrat. Ensuite, en ce qui concerne la conformité, il faut avouer que le Code civil offre déjà des protections robustes. Ainsi, les travaux doivent respecter le contrat, évidemment, mais aussi les règles de l'art. Donc, pour tout ce qui n'est pas spécifié au contrat, le consommateur est en droit de s'attendre à ce que ça soit réalisé dans les règles de l'art. Idem pour les biens fournis. Par exemple, des matériaux courants qui ne sont pas précisés au contrat, là, ben, ils doivent être de qualité. Le client a le droit de faire des vérifications en cours de travaux, du moment qu'il le fait de manière à ne pas nuire aux travaux. Le client peut retenir un montant sur le paiement, advenant qu'il y a des réserves sur le service rendu, par exemple des vices ou des malfaçons à corriger. Mais la LPC, elle vient quand même ajouter explicitement que les travaux doivent être conformes à la publicité puis aux représentations du commerçant, même si c'est des éléments dans la promotion qui ne sont pas reproduits dans le contrat. Ainsi, ce ne serait pas, par exemple, légal d'appâter des clients avec des représentations avantageuses pour faire ensuite signer des contrats qui seraient moins avantageux, là, en plaidant que ce n'était pas écrit dans le contrat. Donc, ça s'applique moins dans la rénovation, vu que les entrepreneurs font généralement peu de publicité, mais on peut voir ça pour des équipements comme des thermopompes, des foyers, panneaux solaires, etc. C'est souvent des domaines qui vont relever également du commerce itinérant, dont on va justement parler bientôt. Ensuite, concernant le droit de se retirer d'un contrat. Le Code civil, il prévoit que le client peut mettre fin à un contrat de service à tout moment. C'est un droit qui s'applique même si les travaux sont déjà commencés. Mais là, évidemment, les parties vont devoir se compenser équitablement pour ce qui a déjà été fait, selon ben, l'avancement des travaux d'une part, le montant qui a déjà été avancé par le client d'autre part. Là. Cela dit, hein, c'est un droit auquel le client peut renoncer. Mais comme je l'ai dit rapidement dans les clauses interdites, la LPC vient empêcher le consommateur de renoncer à ce droit-là. Donc, si la LPC s'applique, le consommateur conserve son droit de résiliation. Surtout, la LPC vient ajouter un droit de résolution de 10 jours dans le cas du contrat de vente itinérante. Puis ça, même si les travaux ont déjà été réalisés. Puis là, j'ai bien dit un droit de résolution et non de résiliation, c'est-à-dire que le contrat est annulé, comme s'il n'avait jamais existé. Par exemple, si une thermopompe a été installée, techniquement, le commerçant il pourrait venir la reprendre et puis remettre le tout à l'état initial à ses frais. Le délai de 10 jours peut même être porté à 1 an, dans certains cas où le commerçant est en faute, ce qui est quand même souvent le cas avec des commerçants itinérants problématiques. Bon, vous me direz qu'on ne fait pas souvent des travaux de rénovation suite au passage d'un commerçant itinérant, là. Sauf que dans la définition de ce qui est du commerce itinérant, la LPC vient spécifiquement cibler certains domaines de la rénovation. Donc, pour tout ce qui concerne la vente, l'installation ou la réparation euh, d'une porte, d'une fenêtre, d'un isolant thermique, d'une couverture, d'un revêtement extérieur, d'un bâtiment, bien, si le contrat s'est signé chez le client, là je simplifie, ça va être considéré être de la vente itinérante, ce qui va permettre de mettre fin au contrat, le résoudre dans les 10 jours de la signature, voire même dans l'année, dans certains cas, puis ça même si les travaux sont déjà effectués. Donc, advenant que la qualité n'est pas au rendez-vous, ça peut simplifier beaucoup la poursuite puis réduire les coûts de la poursuite, surtout. En ce qui concerne le prix, le Code civil prévoit déjà que dans un contrat sur estimation, ce qui est la majorité des contrats dans la rénovation, toute augmentation du prix doit être justifiée par un élément qui ne pouvait pas être considéré au moment de l'estimation. Par exemple, l'entrepreneur ne pouvait pas savoir qu'il y aurait de la moisissure à traiter avant d'ouvrir le mur. Donc, il pourrait augmenter légitimement son prix. Mais il faut que les travaux supplémentaires à faire soient imprévisibles au départ. En termes de respect du prix, la LPC, elle vient ajouter l'interdiction de frais, pénalités ou dommages qui sont fixés à l'avance, autre que l'intérêt couru. Par exemple, un frais fixe de résiliation ou un retard de paiement. Ensuite, au chapitre des garanties. Le Code civil offre une garantie d'1 an contre les malfaçons, de 5 ans contre la perte de l'ouvrage, puis indéfiniment pour les vices cachés. Là, quand je dis indéfiniment, il faut quand même comprendre que l'usure normale, ce n'est pas un vice. Techniquement, si on trouve un défaut de fabrication qui ne pouvait pas être décelé au moment de la vente, même 50 ans après la vente, on pourrait poursuivre le vendeur ou même sa succession. C'est juste que plus le temps passe, plus ça va être difficile de prouver
que le vice était présent au moment de la vente, puis que dans le cas des entreprises, comme il n'y a pas de succession, bon, en général, après 50 ans, il n'y aura personne à poursuivre. Mais légalement, il n'y a pas de fin à cette garantie-là. Dans les 3 cas, vice, malfaçon, perte de l'ouvrage, hein, il faut démontrer qu'il y a eu un défaut, qu'il y a quelque chose qui a mal été fait. La LPC, elle apprend le problème de la fiabilité complètement à l'autre bout. Elle vient ajouter une garantie qui est fondée sur l'usage normal pendant une durée raisonnable. C'est subjectif, mais on n'a pas besoin de prouver que le problème est ancien, juste que la détérioration est prématurée. Surtout, hein, on vient simplifier la vie au consommateur en lui permettant de poursuivre aussi bien le commerçant que le fabricant. La logique, c'est que le commerçant peut avoir fermé boutique ou le fabricant il peut ne pas avoir de présence au Québec. Donc, pour un problème de garantie, le consommateur est libre de poursuivre un ou l'autre sans égard à leur responsabilité respective dans le problème en cause. Par exemple, on pourrait poursuivre un couvreur parce que les bardeaux installés sont défectueux, même si honnêtement, ce n'est pas de la faute du couvreur, les bardeaux sont défectueux. Mais si c'est plus simple de poursuivre lui que de poursuivre le fabricant, ben, on peut le faire. Puis ça sera à lui ensuite de se retourner contre le fabricant, dont c'est le client. On voit tout de suite l'idée que ça vient responsabiliser les commerçants hein, par rapport aux produits qu'ils vendent. Si un produit est de mauvaise qualité, ben, vends-le pas. Donc, si je résume les principales différences entre le Code civil et la LPC en ce qui nous concerne, là, le droit de résolution de 10 jours lorsqu'il est question d'une porte, d'une fenêtre, d'un isolant thermique, d'une couverture, d'un revêtement extérieur d'un bâtiment. La présomption en cas de représentation fausse ou trompeuse, notamment que si le consommateur avait eu connaissance de cette pratique-là, il n'aurait pas contracté ou il n'aurait pas donné un prix si élevé. De manière plus générale, la protection contre les représentations fausses ou trompeuses. L'impossibilité de renoncer au droit de résiliation. La garantie légale de qualité, qui s'appuie non pas sur la présence d'un vice caché, mais sur la capacité du bien à servir à l'usage auquel il est normalement destiné pendant une durée raisonnable. Et finalement, la possibilité d'exercer un recours aussi bien contre le commerçant que le fabricant. Donc, maintenant qu'on sait pourquoi ça serait avantageux que nos travaux soient de la rénovation et non de la construction, on va voir ce qui vient faire la distinction entre les deux aux yeux de la LPC. Comme la loi est muette à ce sujet-là, il faut vraiment se fier sur la jurisprudence, c'est-à-dire les cas qui se sont effectivement rendus devant les tribunaux. Et on va donc en regarder quelques-uns rapidement, puis résumer ça. D'abord, hein, dans la cause de Bars en 2007, la Cour a vraiment assis l'idée que les travaux d'envergure et complexes, par exemple des travaux de structure, ça relève de la construction. Et c'est donc pas protégé par la LPC. Il vient noter également la valeur des travaux, qui était bien supérieure à celle de la propriété. L'impossibilité d'habiter la maison durant les travaux. Les meubles, ils vont même être mis en entreposage. Là. La Cour tranche ici qu'il ne s'agit pas de rénover l'existant. Il faut vraiment retenir l'expression travaux d'envergure et complexes, qui revient constamment à ce sujet-là. Ensuite, dans Peinture Richard Nadeau contre Huxley en 2008, on peut lire la jurisprudence a reconnu que des travaux de rénovation ou d'amélioration d'une construction déjà existante peuvent être assujettis à la loi sur la protection du consommateur. Donc, il faut vraiment retenir l'expression amélioration d'une construction déjà existante. Ensuite, dans la cause de Diamantopoulos contre Construction Dompa en 2013, on peut lire que l'exclusion de la construction dans la LPC s'applique à un contrat, je cite, qui participe au projet global de construction, même si ce n'est que pour une portion. Donc, même si un projet est divisé en plusieurs petits contrats, si le projet global est considéré être de la construction, bien, chaque portion va également être considérée de la construction, même si pris individuellement, on aurait pu dire que c'était de la rénovation. De la même manière aussi, dans la cause de Danis contre Husny en 2018, on peut lire « Ils ne se sont pas limités à rénover l'existant, mais ont plutôt entrepris la démolition, la reconstruction et le réaménagement de certaines pièces, dont l'ajout d'une chambre et d'une salle de bain. Tout ceci a été réalisé selon les plans d'architecture, lesquels illustrent l'ampleur des travaux dont certains concernent la structure même du bâtiment. C'est pourquoi le contrat mentionne l'exécution de modifications à la structure et aux divisions du bâtiment. » Donc là, on voit vraiment sur quel argument un juge va se baser pour dire que c'est ou pas de la rénovation. Ensuite, si dans Système Technopompe contre la MANA en 1994,
l'addition d'une thermopompe ou d'un spa à une maison qui vise à l'améliorer ou l'agrémenter entre dans la catégorie d'une rénovation et non d'une construction. Dans OG des prix contre Solarium Horizon Solutions en 2020, on note que l'ajout d'un solarium à 42 000 a été considéré être de la construction. Donc, le spa, oui. Le solarium à 42 000, non. Il reste cependant de l'espoir. En 2020, dans Gousse contre Rénovation YL et Fils, on peut lire de façon plus contemporaine. Certains auteurs et jugements orientent la décision plutôt en fonction du moment où les travaux ont été effectués, pendant la construction ou après. La loi sous la protection du consommateur s'appliquerait non pas parce que l'objet du contrat porte sur un bien, mais plutôt parce qu'il s'agit d'un service. Les travaux sous étude constituent certes des travaux d'une certaine ampleur, mais il s'agit avant tout de travaux de rénovation. La rénovation est même la raison même de l'existence de la défenderesse, qui porte même ce titre dans son nom. Le contrat passé entre les parties parle également de rénovation. Qui plus est, tous les travaux énumérés dans le contrat se situent longtemps après la construction de l'immeuble. Autrement dit, ceux-ci ne sont pas inclus dans la phase initiale de la construction de l'immeuble, mais interviennent dans une phase ultérieure, dans laquelle on veut améliorer, modifier et parfaire ce qui a déjà été fait. Fin de la citation. Donc, il s'agit d'un jugement qui va clairement à contre-courant, mais qui, on l'espère, va contribuer à lancer un nouveau courant dans la jurisprudence. Donc, si on résume, sauf l'exception favorable qu'on vient juste de voir, un juge va se demander s'il s'agit de la rénovation ou de l'amélioration d'une construction déjà existante ou s'il s'agit de travaux d'envergure et complexes. Et l'ambiguïté est quand il s'agit un peu des deux à la fois. Donc, on est dans l'amélioration de quelque chose, mais les travaux sont d'envergure et complexes. Il va ensuite vérifier, par exemple, est-ce que la structure est touchée? Est-ce que les travaux ont requis des plans d'architecte ou l'intervention d'un ingénieur? C'est quoi la valeur des travaux par rapport à l'évaluation de l'immeuble? Ou encore, est-ce que l'habitation peut être habitée durant les travaux? Pas que ça c'est dit, une question à laquelle je voulais vraiment répondre avec ce projet-là, c'est est-ce qu'il y a quelque chose que le consommateur peut faire quand son projet est en zone grise pour qu'il soit considéré être de la rénovation, donc protégé par la LPC? Puis la réponse est peut-être moins sombre qu'il me paraît. Avertissement. L'exemple que je vais vous donner, ce n'est pas un avis juridique, c'est un exemple d'aménagement plausible qui pourrait faire pencher la balance. Mais évidemment, là, chaque cas est spécifique, ça serait ultimement au juge de trancher. Donc, par exemple, imaginons que quelqu'un achète une maison qui a besoin d'amour et il y a des projets de rénovation importants pour cette maison-là. Il veut refaire les 2 salles de bain, il veut refaire la cuisine, il veut déplacer un mur pour transformer 2 chambres moyennes en un petit bureau puis une grande chambre. Finalement, il veut refaire le salon, ce qui implique de déplacer un escalier puis transformer un mur porteur, en plus de travaux de couverture qui est dû, puis tout repeindre l'intérieur. Donc, la maison, c'est bien dire qu'il la refait. La maison est dans une région isolée, ça ne lui a donc pas coûté cher, donc les travaux vont dépasser la valeur de la maison. S'il fait tous ces travaux-là d'un coup, c'est clair, il y a toutes les raisons que ce soit considéré à être de la construction. C'est des travaux d'envergure complexe, valeur des travaux plus élevée que la maison, difficile d'habiter durant les travaux, il refait tout. On parle de travaux coûteux qui risquent de s'étaler sur des semaines, voire des mois. Disons qu'il y a des bonnes chances que ce soit de la construction. Maintenant, imaginons que notre propriétaire a plein de raisons d'étaler ces travaux-là. La disponibilité des liquidités, son temps disponible pour superviser les travaux. Ça donne qu'il veut que sa maison soit fonctionnelle parce qu'il veut recevoir toute sa famille à Noël. Il faut que le chantier s'arrête à plusieurs reprises parce qu'il y a des projets. Bon, il y a un voyage de prévu durant l'hiver, il attend une opération au genou au printemps, peu importe. Donc, imaginons que notre consommateur, lui, choisit de diviser ça par étapes. On a vu qu'il y a différentes portions d'un projet global de construction, c'était quand même considéré être de la construction. Mais là, je ne parle pas juste de structurer des travaux d'un projet global. Notre consommateur, il va diviser ça dans le temps, une pièce à la fois, au rythme des liquidités et du temps disponible. Il n'y a rien qui indique qu'il s'agit d'un projet global. Durant chaque phase, la maison est habitable. Entre chaque pièce, il pourrait décider de s'arrêter là. Par exemple, imaginons que les taux d'intérêt augmentent et que l'inflation explose. Il n'y a rien qui l'empêche de laisser fructifier son épargne puis d'attendre un marché plus favorable. Il n'y a pas d'interdépendance entre les phases de son projet. À preuve, il peut inverser chaque phase au besoin. C'est possiblement des entrepreneurs différents qui vont faire les différents travaux, au moins pour certains.
Euh, Sauf le contrat du salon où c'est moins sûr, vu que ça touche un mur porteur, donc à la structure, là. Pour le reste, chaque pièce, ça pourrait être considéré comme un projet de rénovation, là. Donc, géré comme ça, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas considéré être de la rénovation. Pourtant, au final, le résultat, c'est le même. Le projet a juste été géré différemment, sauf que dans un cas, possiblement qu'il serait protégé par la LPC, puis dans l'autre, fort probablement que non. Évidemment, là, en fonctionnant ici, on perd des économies d'échelle. Probablement que chaque entrepreneur va charger plus cher pour son petit contrat, puis qu'au total, ça va revenir un peu plus cher, sans compter que ça a été beaucoup plus long. Cela dit, ça permet de magasiner chaque portion de travaux. L'entrepreneur qui fait le meilleur prix pour la cuisine, salle de bain, ce n'est pas forcément le même que celui qui a le meilleur prix pour la couverture. Mais bon, admettons que ça pourrait revenir plus cher. Il n'est pas évalué à quel point, mais moi, je fais le pari que ça vaut les protections de la LPC qu'on a vues tout à l'heure. En prime, si vous reprenez le même entrepreneur plus qu'une fois, ben, ça vous permet de l'essayer sur un petit contrat avant de lui en confier d'autres. Si vous n'avez pas de référence dans le choix de votre entrepreneur, c'est pas négligeable comme avantage, de mon avis. Est-ce que c'est toujours pertinent? Évidemment pas. Plus le projet est complexe ou urgent, plus ça va être compliqué de l'adapter, puis les inconvénients risquent de dépasser les avantages, là. Mais quand on prévoit des travaux importants, sans tenir à avaler tout ça d'une bouchée, il y a clairement là une option à explorer, selon moi. Ça conclut ma présentation de notre nouvelle publication. Avant de passer aux questions, je tiens encore à remercier l'Office de la protection du consommateur et la Fondation pour les consommateurs pour leur contribution financière au projet. Je veux également remercier les gens qui ont travaillé sur le projet, en particulier Sylvie Savoie à l'SCQC qui avait rédigé la première ébauche du document et Maître Pierre-Claude Lafont de l'Université de Montréal pour sa révision et ses précieux commentaires. Avant de passer aux questions, juste un rappel, comme je l'ai dit, je ne suis pas avocat, donc je ne peux pas donner d'avis juridique sur des situations spécifiques. Là, je vais tenter de répondre au mieux à vos questions en marchant sur la ligne au besoin, mais il ne faut pas me demander de franchir la ligne. Sur ce, je vais retourner aux questions. Si je fais construire ma demeure, combien attendre pour améliorer, ajouter serre, mode solaire, etc.? Évidemment, ça, c'est vraiment un juge, ça va être au cas par cas qu'on va voir. Parce que là, je comprends la question que le but, c'est pour éviter d'être considéré à être de la construction. Ce que moi, je comprends de la jurisprudence, c'est qu'il faut vraiment qu'on puisse, pour que quelqu'un qui regarde ça ait l'impression que chaque projet est un projet indépendant, que ce n'est pas un projet global et que chaque projet indépendant ne puisse pas être considéré être des travaux d'envergure ou complexes. Donc, si on arrive à couper ça en petits morceaux, assez petits pour dire que chaque phase n'est pas c'est pas des travaux d'envergure. Et parmi les critères, par exemple, qu'on a vus dans la jurisprudence, il y avait l'idée que est-ce qu'on peut habiter la maison pendant les travaux? C'est quoi la valeur des travaux par rapport à la maison? Si à chaque étape, ça semble être des travaux de rénovation qui ne sont pas d'envergure et qu'il n'y a pas d'interdépendance entre les différentes phases du projet, a priori, la jurisprudence semble voir que c'est de la rénovation. En fait, ce qu'on a surtout vu, c'est quand c'est des gros travaux faits d'une bouchée, même s'il y a une petite partie qui aurait pu être considérée de la rénovation, ben, c'était quand même, ça faisait partie d'un grand projet. À plus forte raison, là, si c'est un gros contrat ou presque, là. Euh, En général, ce que la jurisprudence vient dire, c'est que si c'est dans un grand projet, le petit contrat fait quand même partie du grand projet. L'éventualité de retenue pour vice ou malfaçon prévue dans le Code civil du Québec doit-elle être inclue dans le contrat? Euh, Pas que je sache. C'est-à-dire que c'est un droit qui est prévu au Code civil du Québec. Je ne me souviens pas du numéro par cœur, mais c'est un droit qui est prévu dans le Code civil du Québec. Donc, je ne sais même pas si on a le droit d'y renoncer à ce droit-là. Il faudrait voir si c'est d'ordre public, mais même en admettant qu'on ait le droit d'y renoncer, ça serait dans ce cas-là qu'il faudrait l'écrire au contrat. Mais si
Il n'y a rien d'écrit au contrat. A priori, le droit existe, là. Sinon, mais s'il n'y a pas d'autres questions, merci pour les commentaires. S'il n'y a pas d'autres questions qui apparaissent, ben moi, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Vous remercier beaucoup pour votre présence, là. Ça a été annoncé un peu tardivement. Et puis, j'étais très, très content de voir qu'il y avait quand même pas mal de gens au rendez-vous. S'il n'y a pas d'autres questions, ben, ça fait le tour de ce que j'avais envie de vous transmettre ce soir. Merci encore.